Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Yes, salut, ça va super et toi? Écoute, moi c'est Thomas Hubert. Moi en fait aujourd'hui, j'aide les coachs à créer des formations en ligne qui soient qualitatives à travers les neurosciences, la pédagogie, la gamification et les outils informatiques. Et alors, pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Tout simplement, grosso modo, j'ai une double casquette. Je suis ingénieur informatique et ingénieur pédagogique. En fait, depuis tout petit, voilà, on est dans l'ère de l'informatique. Depuis tout petit, moi j'ai toujours aimé tout ce qui est électronique, informatique, les sciences, etc. Et puis du coup, ça m'a amené de fil en aiguille dans ce domaine-là, alors que j'avais fait des études dans la gestion d'entreprise, la comptabilité. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas forcément mon truc. C'était intéressant, mais mon truc, c'était l'informatique. Et pour la petite anecdote, mon premier job, tu sais, les premiers jours, quand tu viens dans une entreprise, on te forme, on dit voilà, ça marche comme ça, il faut faire comme ci, comme ça. Et ben en fait, ces premiers jours, là, moi, je me suis dit, waouh, je me dis, moi, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux pas aller faire le technicien après tous les jours. Moi, je veux faire ce que le mec il fait, là, il forme les nouveaux. Et c'est là, du coup, je me suis dit, il faut que je me forme en tant que formateur. Et là, donc, dès mon début de carrière, j'ai commencé sur les deux casquettes, faire de la formation et du technique. Et puis, de fil en aiguille, je me suis mis à mon compte en 2009. Voilà, donc ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille à mon compte, toujours sur les deux casquettes. Et, euh, et voilà, donc c'est quelque chose que j'adore, je suis passionné par ça. Et du coup, ça fonctionne. Du coup, une fois que tu as découvert un petit peu ces différents domaines, que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu es resté focus pendant un certain temps dans ces différents secteurs. Tu as lancé donc ta propre activité à côté. Et en termes d'aventure, en termes de rebondissement, comment ça s'est passé pour toi? Moi, du coup, j'ai commencé des études en comptabilité et en gestion d'entreprise, que je trouvais ça passionnant. Je pense que ça m'a aidé. Ça m'a aidé pour ma création d'entreprise et puis son évolution. Ça m'a beaucoup aidé, mais je me suis dit, au final, c'est pas quelque chose que je veux faire. En tout cas, dans une grande entreprise, aller renseigner je sais pas, des factures fournisseurs dans un truc de comptabilité ou aller faire des photocopies. Moi, j'exagère. Mais ça m'a permis de me rendre compte que ce monde de la grande entreprise, alors, dans la comptabilité, c'est un monde très féminin. Et puis, bon, à l'époque, j'étais jeune, les femmes qui parlaient du coup, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Mon fils ado, il a fait ceci, il a fait cela. Et là, je me suis dit, waouh, je me suis dit, mais je suis pas à ma place, quoi. Donc, à l'époque, je devais avoir, je sais pas, 21 ans. Et je me dis, mais c'est pas pour moi, ça, c'est pas possible. C'était intéressant ce que j'ai appris, mais quand je pratique, je me suis trompé de route, quoi. Donc, il a fallu que je me remette en cause. Et puis après, j'ai trouvé, voilà, cette nouvelle route vers l'informatique. Vers l'informatique, une fois que j'ai réussi à avoir mon diplôme, comme je te disais, j'ai eu cette première expérience où je me dis, waouh, en fait, c'est pas ça non plus, c'est la formation. Et donc, j'ai un deuxième rebondissement, sauf que j'ai gardé quand même du coup les deux compétences, informatique et formation. Mais j'ai abandonné du coup la comptabilité, mais qui m'a servi, par contre, par la suite, pour la création d'entreprise. Et je suis vraiment content. Donc, c'est pas un échec, c'est pas une erreur comment on dit, au niveau scolaire d'orientation. Euh, Avec le recul, je me dis ça, c'est pas un échec, ça m'a servi. Mais par contre, effectivement, sur le coup, tu prends ça comme un échec, tu te prends une claque, c'est pas évident. C'est vrai que lorsqu'on lance ses premières activités, des fois on est amené à aller à la simplicité en termes de statut, en termes de prise de décision. Est-ce que du coup ce parcours t'a amené à éviter certaines problématiques ou alors au contraire, tu es allé au plus rapide dès le départ et tu t'es dit j'ai un premier parcours qui est bien dans le domaine compta et peut-être fiscalité derrière. Est-ce que je m'en sers ou alors non, c'est plus du tout ce que je veux faire et vraiment, j'ai une autre branche qui se met en avant, potentiellement en termes d'activité, et c'est le moment de la saisir. Et la petite question, du coup, c'est est-ce que ça t'a permis, tout simplement, d'éviter des petites erreurs qui, quelques années plus tard, peuvent potentiellement t'amener à, à regretter certains choix ou tout simplement remettre en question certaines décisions que tu as faites. Ouais, mais c'est vrai que, alors au début, quand j'ai pivoté, si je peux dire, dans ma formation initiale, euh, je pensais pas que ça allait forcément être utile plus tard. Je me suis dit, c'est utile en termes de connaissances générales sur le fonctionnement de la société, de l'entreprise au sens large, même en tant que salarié. Je trouvais ça intéressant. C'est de l'économie. Donc, je trouvais ça quand même intéressant. Après, quelques années après, quand je me suis dit à l'époque, je me suis dit à 30 ans, il faut que j'ai mon entreprise. Et là, je me suis dit là, je me dis, ah oui, j'ai fait ces études-là, là, ça va m'être utile. Quand j'ai fait les démarches pour commencer à me mettre à mon compte, effectivement, ça m'a été grandement utile.
Mais c'est pas pour ça que j'ai été plus vite. Au contraire, je savais que c'était quand même complexe. J'ai pris mon temps, j'ai approfondi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai démarré, c'était juste avant le statut auto-entrepreneur. Il est en train de passer en loi au Parlement, etc. Et quand je questionnais les personnes du public, j'en savais plus qu'eux sur le sujet. Parce que tu sais, quand tu vas à la NPE, enfin la Pôle emploi, etc., le temps que l'information redescende. Et du coup, je me suis dit, wow, c'est pas possible. Alors, j'avais été dans des associations, tu sais, pour aider à la création d'entreprises. Et pareil, j'ai fait le constat qu'en fait, toutes ces aides gratuites, qui sont formidables, c'est des gens qui aident. Alors, pas toujours tous très bien, mais bon, petite parenthèse. En tout cas, je me suis rendu compte que ces aides gratuites, malheureusement, elles sont pas suffisantes. Elles sont pas suffisantes. Faut aller voir des gens professionnels. Moi, par exemple, j'allais dans des salons, voir des experts comptables, voir des avocats, poser des questions. Je me suis beaucoup documenté, pas seulement sur Internet, parce qu'il faut valider les informations. Et voilà, donc de fil en aiguille, j'ai pu avancer, faire quelque chose qui a bien marché. Je m'étais donné 6 mois. J'avais commencé en portage salarial, pour ceux que ça parle. Je me suis donné 6 mois. Et au final, au bout de 3 mois, j'ai basculé, j'ai créé mon entreprise. Donc voilà, ça m'a été utile. Bon, après, par la suite, j'ai quand même eu des difficultés que j'aurais peut-être pu éviter, mais bon, ça, c'est après une autre histoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut lancer une entreprise, le plan qui est mis en avant par, malheureusement ou heureusement, le Pôle emploi, la mission locale et également les formations qu'on nous met à disposition, il est plus ou moins le même. On va faire une formation de 2 semaines, on va créer un business plan et derrière, en fait, ces formations, moi de mon côté, j'ai une proche qui l'a faite. Et en fait, le but de ces formations, c'est bien entendu amener des petites lanternes sur qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, à qui on veut le mettre en avant. Mais en fait, derrière, le business plan de ces formations, il est rattaché sur des crédits, tout simplement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut créer une entreprise, ce qui est tout de suite mis en avant et ce qui est tout de suite, tout simplement, proposé, c'est très simple. Vous rédigez votre business plan et votre plan d'action, et à partir de là, on va voir si on peut vous financer. Et donc, on ne sait même pas si notre idée est bonne, et potentiellement, on va déjà s'endetter sur quelque chose qui peut amener à un échec. Alors, ça fait partie du risque, ça fait partie, bien entendu, de la démarche. Mais c'est vrai que j'ai eu le cas récemment, et en fait, la personne, un client, a proposé tout simplement un avocat et par la suite un expert comptable son projet, son idée. Ils étaient quatre, ils se mettent ensemble, ils sont chacun a un rôle, chacun dispatche un petit peu son énergie. Et en fait, l'expert comptable, pardon, l'a complètement stoppé dans son idée. Il lui a dit, mais c'est pas rentable. Tu ne vas jamais pouvoir te mettre en avant. Et je lui ai dit, écoute, c'est dommage d'avoir ce genre de retour d'un professionnel parce que, au final, on a des personnes qui sont motivées, mais derrière, c'est vrai qu'il n'y a pas de structure réelle en dehors d'être financé par des banques, parce que la BPI, la mission locale et le Pôle emploi, c'est vrai que derrière, ils ont des partenaires, c'est très très bien. Et en soi, lever des fonds, ça reste quelque chose de très intéressant quand on sait le manier et quand on a une expérience qui est plus compta et fiscalité. Et je lui dis, bah, écoute, à toi de voir quel type de risque tu veux prendre. Mais c'est vrai qu'on a énormément de freins aujourd'hui lorsqu'on veut se lancer. J'ai un petit peu également, par rapport à cet aspect-là de lancement d'activité, compris également comment ça peut être une réelle opportunité pour quelqu'un qui, comme toi, déjà comprend la comptabilité beaucoup plus que la moyenne et derrière n'a pas forcément eu une expérience entrepreneuriale ou de création de société. Et en fait, aujourd'hui, le système, il est basé sur un critère qui est très intéressant, c'est que les investisseurs, ou que ce soit la BPI, que ce soit les différentes levées de fonds, ou tout simplement des investisseurs privés, ils ont un critère qui fait la différence. C'est-à-dire que c'est plus facile pour eux de financer des projections que de financer une entreprise qui est donc déjà lancée et qui a donc des KPI qui doivent être mesurés. Et en fait, on en revient à un point assez essentiel, c'est est-ce qu'on est réellement prêt à se lancer? Est-ce qu'on sait réellement dans quoi on se lance lorsqu'on démarre une activité? Et
ton retour par rapport à ça. Est-ce que tu penses qu'on est accompagné de la bonne manière? Est-ce que ce qui est mis en place peut potentiellement vraiment faire la différence pour une personne qui a une envie de création d'entreprise? Ou au contraire, on a un biais qui potentiellement fait que la personne gagnante dans cette histoire, c'est pas forcément celui qui crée son entreprise, sauf s'il a un retour d'expérience plus important et plus intéressant. Est-ce que tu penses qu'on a tout simplement les cartes en main aujourd'hui, avec toutes les aides qu'on a à disposition Oui. en termes de création d'entreprise ou d'accompagnement sur les activités entrepreneuriales? Est-ce qu'on a toutes les cartes en main pour réussir pour une personne qui n'a pas forcément une expérience suffisante dans le monde de la société, de la création entrepreneuriale? Oui. Ouais, c'est vrai que c'est une très bonne question. C'est une bonne question. Est-ce qu'on a suffisamment les accompagnements existants? Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Je pense qu'on n'a jamais ce qu'il faut. Moi, j'ai envie de dire, on n'a jamais tout ce qu'il faut. Et en même temps, ça évolue quotidiennement. C'est comme la formation. Avant, à l'époque, on se formait une semaine par an. Aujourd'hui, il faut se former continuellement. Je pense que la création d'entreprise, c'est pareil. C'est-à-dire que on peut pas se lancer sans rien comme ça, les yeux fermés. Il faut un minimum d'accompagnement, de compétences. Alors d'expérience, c'est pas toujours possible, hein. Quand on démarre de zéro, hein. On passe tous par là. Par contre, il existe, comme tu dis, il y a la mission locale, etc. Il existe des structures pour nous accompagner. Et je pense il faut en profiter et il faut même aller plus loin. Moi, je pense que c'est ça. En plus, si on veut se démarquer, si on veut réussir, il y a tellement de monde, il faut pas hésiter à aller plus loin. C'est pour ça que je disais, moi, mon expérience de la mission locale, de Pôle emploi, etc., ça n'a pas été suffisant pour moi. Peut-être parce que moi, j'ai toujours mis la barre haute. Mais ça m'a permis de réussir, peut-être. C'est peut-être ça aussi qui m'a permis de réussir. Donc, je pense qu'on n'a pas forcément tout, mais on a beaucoup de choses. Il faut qu'on en bénéficie. Et puis, et du coup, aller chercher ce qui manque. Faut pas hésiter à aller chercher ce qui manque, que ce soit des formations gratuites, payantes, accompagnement, enfin, de différentes formes. Ouais, je sais pas si ça répond à la question. Oui, bien sûr, mais c'est tellement complexe que ça Ouais, peut ouais, faire ouais, l'objet de toute une réflexion derrière. ouais, Euh, Moi, c'est vrai que par rapport à ça, je pense que c'est important d'apporter des lanternes, le plus de lanternes possible. ouais. Et je me suis rendu compte que la différence, en fait, il n'y a que nous qui pouvons la faire. On est dans un monde aujourd'hui où l'information, elle est partout, elle est en abondance. Et Mm. donc, on doit tout simplement à nous de faire le tri et on a également notre part de responsabilité dans cette réussite. Et je pense que justement, avoir des objectifs hauts permet aussi de faire la différence par Mm. rapport à des personnes qui potentiellement veulent avoir un train de vie régulier ou avoir tout simplement des objectifs variés. Non, Mm. non, c'est très intéressant. Pour rebondir sur ça, aujourd'hui, ta vision du monde du travail, elle se situe comment? Est-ce que tu es satisfait du monde du travail actuel? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à remanier, à revoir? Euh, on peut également voir la santé des travailleurs. Mm. On peut également potentiellement parler des, du full remote. Alors, désolé, j'ai ce terme en anglais et j'ai du mal à le traduire en français, du travailler à distance Ouais. en plein temps. Euh, Qu'est-ce que tu penses du monde du travail aujourd'hui et son évolution, surtout dans les années à venir? Ouais, c'est vrai qu'il a beaucoup évolué dernièrement. Je me souviens, il y a quoi, il y a 3 ans, j'avais lu un livre justement sur le travail à distance, il y a 3 ans, donc avant le Covid, et qui disait, et je le vois que c'est complètement vrai, qui disait que, enfin, en tant que consultant, j'interviens dans des grandes entreprises également, et du coup, je vois bien que les grandes entreprises ont pris la tendance depuis au moins, je sais pas, peut-être au moins 10-15 ans, en France en tout cas, les pays anglo-saxons depuis plus longtemps, ils ont pris le truc de prendre des prestataires externes pour faire des missions ponctuelles, plus ou moins longues, et ça permet aussi dès qu'il y a un problème, bon, bah, on les dégage, excuse-moi du terme, il est mesuré, on les dégage. Par exemple, c'était le cas pendant le Covid, tous les prestataires externes, il fallait freiner l'hémorragie financière. On dégage tous ceux qui sont externes, et donc, notamment, il y a des freelances dedans, il y a des indépendants, un peu comme nous, quoi, si je peux utiliser ce terme-là. Bien sûr. Et du coup, bah,
il y a cette évolution du monde de l'entreprise où quand on est salarié, on peut se dire tiens, je vais mettre freelance, je vais mettre indépendant et je continue à travailler. Sauf que au final, on est un peu on est toujours un peu comme un salarié. Peut-être qu'on est un peu mieux payé, mais on doit faire beaucoup plus de choses derrière. Et en même temps, hein, depuis le Covid, maintenant il y a le télétravail. Donc comme tu l'as dit, il faut penser à la santé. Moi, j'ai découvert aussi il y a quelques années tout ce qui est chronotype. Faut penser qu'il y a des moments de la journée où on est plus performant, des moments de la journée où on peut moins se concentrer, etc. Et du coup, dans notre travail actuel, je pense qu'il faut tenir en compte ces différentes choses parce qu'on a la capacité, grâce au télétravail, de pouvoir changer ce rythme. Avant de travailler de 9h à 17h, hein, c'était les rythmes de l'époque industrielle. Et ça s'est révolu depuis longtemps. Pourtant, les horaires n'ont pas changé. Là, c'est pour ça qu'il y a des bouchons, j'ai envie de dire, aux heures de pointe, etc. Donc moi, l'évolution, je la vois justement sur une adaptation de chacun, déjà en travaillant un peu plus indépendamment, peut-être en tant qu'entrepreneur, consultant ou autre, et puis d'aménager son temps de travail qui soit en relation avec sa santé, avec sa famille, voilà, avec ses différentes sphères familiales et autres, quoi. Moi, je pense que c'est voilà, un créneau à prendre et qui est pris. Bien sûr. On peut voir un petit peu les leaders du travail sur Internet et Google, leur fonctionnement qui va jusqu'à l'extrême. Et en fait, le salarié, il est vraiment bichonné de chez lui jusqu'à son travail. Il y a des crèches qui sont mises à disposition pour les parents pour qu'ils n'aient pas à se prendre la tête. Ça va même jusqu'au contrôle total du téléphone, je crois, si je ne dis pas de bêtises, pour qu'il y ait un épanouissement global. Et bien entendu, au niveau de Google, ça a été un tel extrême que on parle aussi de pression, privation de la vie privée, privation de certains aspects. Mais en effet, il y a de très très belles choses à reprendre de ces instances. Et mais j'espère qu'un jour, on aura également plus ça en France, parce qu'en France, à part dans le monde de la start-up, où du coup, on y a à l'extrême opposé, où là, il y a plus forcément de règles, tout le monde fait un Ouais. petit peu ce qu'il veut, quand il veut, il joue au baby-foot. Quand on voit certains freelances, venez prendre part aux manifestations d'équipe, venez jouer au baby-foot. Et à l'extrême opposé, on est là pour travailler, mais non, on va jouer au baby-foot. Bref, Ouais, ouais. c'est un peu le monde d'aujourd'hui où, au final, on a tout le temps un extrême. Et c'est vrai j'espère qu'il y aura de plus en plus, peut-être un petit peu une discipline, une sorte de discipline dans ce qu'on souhaite mettre en place. Ouais. L'avantage qu'on a, c'est que en tant qu'indépendant, en tant que freelance, indépendant, ou en tant que créateur de société, on a aussi cette capacité à faire ce qu'on a envie de faire, quand on veut le faire, en dehors des responsabilités ou avec les responsabilités. Non, Ouais. c'est C'est clair. J'aimerais juste rebondir là, quand tu parles des baby-foot, billard, c'est vrai que moi j'ai l'impression aussi qu'ils infantilisent dans les entreprises. Là, par exemple, là, je travaille chez un client, une grosse boîte, et l'autre fois, ils ont fait une activité à l'extérieur, ils ont un petit jardin, quoi. Ils faisaient de la barbe à papa et des bubble tea. Et je me suis dit, barbe à papa, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'enfant, on est en entreprise. Mais après, avec réflexion, je vois qu'en fait, ils embauchent de plus en plus de jeunes sortis d'école. Et du coup, ils disent, voilà, comme ça, on va attirer les jeunes, on va voir que c'est décontracté, à la Google ou autre. Et je trouve que c'est gauche, c'est très, très gauche. Je trouve qu'ils infantilisent. Donc, il faut que nous, on fasse attention et qu'on ne se laisse pas non plus aller dans cette spirale. Tout comme je connaissais une personne chez Microsoft, j'ai failli travailler chez eux et il me montrait son emploi du temps. Il me dit, regarde, quand tu travailles chez eux, tu travailles quand tu veux, mais chaque minute peut être prise par Microsoft. Chaque minute, chaque heure, chaque demi-heure, etc., peut être planifiée pour faire quelque chose. Et du coup, on rentre encore dans cette spirale où ils nous mettent dans un cocon, mais ce cocon, c'est une bulle. C'est une bulle, on est fermé, et il ne faut pas rentrer dans ce piège, quoi. Ça me fait sûr. toujours penser au livre de Robert Kiyosaki, tu sais, qui dit que quand c'est avec le quadrant du cash flow, quand on est indépendant, bon, tu es toujours du côté gauche et il faut essayer de permuter, quoi. Bien sûr. C'est encore la différence entre s'épanouir et travailler dans des conditions optimales. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de sens, de remettre du sens, est-ce qu'on est là pour faire des barbapapa ou est-ce qu'on est là pour répondre à un besoin. Ça n'empêche pas que pendant les temps de pause, pendant une demi-heure, pendant le repas, après ou avant, je pense que c'est excellent de se changer l'esprit, de se détendre.
Mais c'est vrai qu'il y a toujours une limite à prendre en compte, ou en tout cas à comprendre surtout, Ouais, pour ouais. peut-être éviter certaines dérives. Parce qu'au final, l'idée est bonne, mais si on reprend le taux de réussite des startups qui sont très, très feng shui, qui sont très, très relaxés, le taux de Ouais. réussite est extrêmement faible quand même. Donc, il y a peut-être une réflexion, comme tu le dis, euh, à travailler, à pousser encore, comprendre ce modèle de départ qui est déjà beaucoup mieux que l'usine où on est là et peut-être que demain on aura une cloche qui nous dira qu'il faut accélérer. Et je pense que c'est déjà le cas, surtout avec les automatisations qui mettent en place de plus en plus. Euh, et je pense qu'il y a ce modèle startup qui est encore à innover, à repenser de façon à peut-être atteindre cet épanouissement et cette productivité également quand on a affaire à du management d'équipe ou tout simplement à des patrons qui potentiellement, eux, ils ont peut-être pas envie de le faire, mais ils le font pour répondre à des normes syndicales, des normes rattachées, euh, des normes sociales. Donc, non, non, c'est, comme tu dis, c'est, c'est un sujet également qui est passionnant. Et pour ma part, je ne travaille pas encore en équipe, mais c'est vrai que j'ai hâte, en fait, j'ai hâte de développer euh, en dehors de cette notion d'équipe, cette notion de team, des personnes avec lesquelles on prend le travail, on le mâche, on le met dans tous les sens, et vraiment, on peut aller aboutir à quelque chose. Ça Ouais, n'empêche ouais. pas qu'après, on peut s'épanouir, on peut faire la fête. C'est un des objectifs sur 2023. Et pour le moment, je suis pas encore. Je suis dans un coworking parce que ça me suffit largement. J'ai différentes visions et différentes personnes, mais j'ai pas encore ce travail en équipe dans un bureau et ça avance petit à petit. Et en effet, le fait aussi de ne pas être tout seul en tant qu'indépendant et de ne pas être prisonnier dans ces fameux cadrans, ça peut, ça fait la différence. Parce que des Ouais. fois, juste le fait de reprendre un plan, de écouter également les remarques qu'on a dans un bureau, dans une pièce, ça peut également faire la différence. Aujourd'hui, tu as une certaine expérience de plusieurs années, tu as une vision qui se différencie également du monde du travail actuel. Est-ce que tu penses que ton activité impacte de façon positive ou négative ton quotidien avec le cocon personnel et le cocon professionnel? Alors oui, j'ai envie de dire oui, bien sûr, c'est clair que ça impacte énormément. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il faut s'en rendre compte et puis après, faut essayer de faire le tri. C'est-à-dire, moi, je parle de sphères. Alors, je sais plus, je crois que c'est en psychologie, en PNL ou un truc comme ça qui parle tu sais, des sphères familiales, la sphère professionnelle, la sphère personnelle, etc. Et je pense qu'il faut réussir à distinguer les moments de la journée, de la semaine, de la vie où on travaille, où on est avec des amis, où on apprend, on fait des loisirs, etc. Il faut réussir à faire tout ça. Avec le télétravail, moi, je travaille de chez moi, principalement. Principalement, je travaille de chez moi. Et du coup, bah, il a fallu que je me mette en place un espace pour pouvoir travailler sans penser, comme on dit, hein, si tu travailles dans ta chambre, bah, après, c'est pas des bonnes énergies parce que quand tu vas te coucher le soir, bah, c'est là où tu as travaillé. Si tu travailles dans la salle à manger, tu as la télé, tu as peut-être les enfants, tu as le frigo. Voilà, tu as plein de choses, d'éléments perturbateurs. Donc, ce que tu fais être dans un coworking, déjà, ça peut permettre de faire cette scission ou avoir un bureau à part chez soi, un truc comme ça. Enfin, après, il y a cette notion d'espace, mais aussi il y a cette notion de temps, de se donner des limites, et puis encore de cette notion voilà, comme je parlais tout à l'heure, de chronotype, ou savoir quels seraient les meilleurs moments, quoi. Bien sûr. Alors, c'est vachement important Mm. de créer son environnement de travail. Et pour le coup, c'est une erreur que beaucoup de micro-entrepreneurs font, c'est Mm. de mélanger le personnel et le travail, ce qui est relativement difficile parce que bah, le statut fait également que euh, derrière, on est sur un mélange complet pour faciliter l'aspect comptable et l'aspect Ouais. fiscalité. Ah, c'est clair. Surtout si c'est en statut entreprise,
C'est clair que la limite est presque invisible. Moi, pour le coup, je suis toujours en tant que micro-entrepreneur. L'objectif sur 2023, c'est également de passer en société, parce que ça fait quand même 4 ans que je suis en activité. Ce qui fait la différence sur 2023 par rapport aux 3 dernières années, c'est que, en fait, étant donné que je travaille également en tant qu'agence de marketing, j'ai extrêmement peu de sorties, mais j'ai fait les différentes comparaisons de statuts, je me suis rendu compte que pour le moment, le statut de micro-entrepreneur est intéressant parce que j'ai de plus en plus de charges qui arrivent parce que j'ai besoin quand même d'un certain package de logiciels parce que j'aime bien offrir de la qualité, que ce soit rattaché aux meilleures suites d'Adobe Premiere, parce que quand tu commences à prendre goût à certains, désolé pour le placement, mais en soi, je ne pense pas que ça pose problème. Mais c'est vrai que quand tu commences à goûter à des outils professionnels derrière, c'est assez difficile de se retrouver avec des outils gratuits qui font également le travail. Ouais, c'est clair. Pour ma part, l'objectif sur 2023, c'est donc également de commencer enfin pas commencer, mais c'est mon objectif de 2023, de passer en société de manière à vraiment impacter également mon environnement et faire la différence comptablement et fiscalement également par la suite entre mon perso et mon privé. C'est un sujet qui, pour le coup, en dehors de me passionner, prend beaucoup de mon temps parce que j'aime bien également faire les choses différemment et faire les choses avec réflexion. Et c'est vrai que ce soit au niveau du type d'offre, que ce soit au niveau de la manière dont je vais la développer, je pense qu'on n'a pas assez ce retour d'expérience qui est la comptabilité, tout simplement. On va prendre une décision, mais cette décision, en fait, avec ce fameux bon conseil ou ce conseil qui est professionnel, qui est plus travaillé que la moyenne, ce conseil, c'est vrai, qui peut potentiellement t'amener ce soulagement en termes de croissance et en termes de développement d'activité. C'est quelque chose qui me passionne de plus en plus et je ne vais pas forcément m'attarder dessus, mais Yes, mais c'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo et du coup, moi, ça me fait penser à plein de choses. Qu'effectivement, du coup, j'avais approfondi le sujet, j'avais même créé une formation à l'époque sur les différents statuts, j'avais créé une chaîne YouTube que j'ai basculé dans le domaine de la formation parce que c'était pas mon domaine d'expertise. Mais tout ce qui est statut, voilà, il y a des choses intéressantes à. En fait, on peut jongler. C'est ça qui est intéressant. On peut jongler. Moi, j'ai fait plusieurs choses. J'ai eu une association, j'ai une entreprise, j'ai eu une société, j'ai mixé. Voilà. Et avec ma compagne aussi, on a fait des mix. Il y a des choses intéressantes pour optimiser sans tricher, hein, bien entendu. C'est de l'optimisation classique en France. Mais voilà, pour jongler entre les inconvénients, enfin les avantages et les inconvénients de chaque statut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de statut magique, hein, on le sait bien, il n'y a pas de statut mieux que d'autres, c'est pas l'auto-entrepreneur qui est mieux que d'autres, bien au contraire, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, pour se lancer, c'est très bien. Mais après, on peut justement jongler. Et bon, on pourra en parler dans une autre vidéo, c'est vrai que c'est un sujet passionnant. C'est un sujet passionnant, mais c'est un sujet qui nécessite également du temps. Et c'est avec plaisir parce que pour le coup, il est moins sexy comme sujet. Ouais. Mais je pense qu'il est primordial. Primordial en termes de bons conseils, encore une fois, de conseils qui fait la différence. Je vais mettre de côté l'aspect compta, je vais essayer de le mettre de côté, mais il revient dans tout ce qui me vient. C'est tellement, en fait, le levier à implémenter que je vais essayer de le mettre de côté.